Aujourd'hui, on regarde les besoins en alimentation des ampli-up. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Dans la deuxième vidéo d'introduction aux amplificateurs opérationnels, on a vu les trois configurations les plus utilisées des ampli-up, soit l'étage tampon, l'ampli inverseur et l'ampli non inverseur. Aujourd'hui, on laisse les différentes configurations de côté. On y reviendra dans la prochaine vidéo. J'aimerais plutôt vous entretenir des alimentations sur l'ampli-up. Je n'en ai pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, mais là, je ne peux pas remettre ça. C'est trop fondamental dans le fonctionnement des amplis opérationnels. Alors, les broches d'alimentation de l'ampli-up, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, les alimentations déterminent la tension minimale et maximale de la sortie de l'ampli-up. Tournez ça de n'importe quelle façon que ce soit, la sortie n'ira jamais plus haut que l'alimentation V+, ou jamais plus bas que l'alimentation V-. En réalité, la plage d'opération de la tension de sortie sera un peu moins que les limites des alimentations. Combien de moins? Eh bien, ça dépendra de l'ampli-up utilisé, donc de sa sortie, de ses transistors de sortie, donc de sa construction interne finalement. Les ampli-up de vieille génération, du genre UA741 par exemple, ont des zones mortes près des alimentations, celles qui sont montrées en rouge sur le dessin, allant jusqu'à 2 volts de large. Si vous travaillez avec des alimentations de plus 15 et moins 15 volts, c'est pas si mal 2 volts en haut et en bas. Mais imaginez si vos alimentations étaient par exemple de plus 5 et la masse, il ne resterait qu'une zone de 1 volt de large pour opérer votre sortie. Pas très bon. Heureusement, il n'est pas difficile de nos jours de trouver des ampli-up ayant des zones mortes de 0,1 volt ou même mieux entre la sortie maximale et l'alimentation, ou la sortie minimale et son alimentation. Notez cependant que plus le courant de sortie exigé de l'ampli-up est élevé, plus cette différence va augmenter, cette bande morte rouge. C'est dû à la construction interne de l'étage de sortie et donc, si vous voulez, à l'impédance de sortie de l'ampli-up, qui n'est évidemment pas 0 ohm en réalité. Il y a donc une chute de tension à travers cette impédance de sortie, vue comme une résistance en série avec la sortie. Plus le courant est élevé, plus cette zone morte va augmenter. Bon, maintenant, au niveau des entrées Vin+ et Vin-, il y a là aussi une zone rouge sur l'ampli-up typique. Cette zone interdite tend à diminuer au fur et à mesure que de nouvelles générations d'ampli-up deviennent disponibles sur le marché. On pourra parfois aller même légèrement au-dessus de l'alimentation V+, ou légèrement en dessous de l'alimentation V-. On parle des entrées ici, là. Oui, un peu au-dessus, un peu en dessous. Pas de zone morte, mais tout cela dépend du modèle d'ampli-up utilisé. Donc, lisez bien les fiches techniques pour savoir si un ampli-up en particulier peut supporter de tels extrêmes au niveau de ses entrées. Pour un ampli ayant ses entrées se rapprochant très près ou légèrement au-delà des alimentations, on parlera en anglais d'un ampli-up rail to rail, donc d'une alimentation à l'autre, sur les entrées dans ce cas-ci. Même chose sur la sortie, lorsque la sortie d'un ampli-up peut se rapprocher très près des alimentations, on parlera d'un ampli-up rail to rail en sortie. Dans une vidéo ultérieure, on décortiquera un feuillet de spécification d'ampli-up typique. On verra alors ces critères pour le choix de l'ampli. Autre chose concernant les alimentations. On voit des circuits avec des alimentations tantôt bipolaires, par exemple de plus 10 et moins 10, tantôt unipolaires, comme c'est montré là, de plus 10, par exemple, et la masse, unipolaire. Mais pourquoi?
Bien d'abord, sachez que l'ampli-up se fout que ce soit l'une ou l'autre des approches d'alimentation, en autant que les signaux à ces broches d'entrée rencontrent les spécifications en regard aux deux alimentations, il fonctionnera correctement. De façon générale, lorsqu'on traite des signaux CA, comme par exemple de l'audio, et qu'il y a plusieurs étages successifs en cascade, on préférera des alimentations bipolaires. Comme ici, avec les deux ampli-up ayant des alimentations de plus 10 et moins 10 volts CC. On injectera le signal d'entrée à travers un condensateur de couplage. La composante courant continu est ici de 0 volts et elle restera dans les étages successifs. Nul besoin donc de coupler les étages successifs avec d'autres condensateurs. En passant, les deux alimentations n'ont pas besoin d'être tout à fait symétriques, du genre plus 10, moins 10. On pourrait avoir plus 10 et moins 5, en autant que les alimentations satisfont à la gamme d'opérations de la sortie et des entrées, tout est correct. L'alimentation unipolaire maintenant. Plus simple à construire puisqu'on n'a besoin que d'une seule alimentation. Elle sera utilisée lorsque les signaux sur les broches d'entrée et de sortie ont la même polarité que les alimentations. En exemple, un signal d'entrée variant de 0 à plus 1 volt CC, amplifié pour devenir 0 à plus 4 volts CC, sur un ampli-up de type rail-to-rail, alimenté de 0 à plus 5 volts. Comme les signaux sur les broches d'entrée et de sortie demeurent positifs ou à 0, nul besoin de fournir à l'ampli-up une alimentation négative. Maintenant, avec un signal en courant alternatif, il faudra décaler en tension l'entrée de tous les ampli-up pour toujours garder le signal audio à mi-chemin, en quelque sorte, entre la masse et l'alimentation V+. On fait cela ici à l'aide d'un diviseur résistif qui appliquera plus 5 volts à l'entrée non inverseuse. N'oubliez pas que la tension CC se fait aussi amplifier. On ne peut donc pas permettre que les tensions CC se transfèrent d'un étage à l'autre. Il faut alors coupler tous les étages entre eux avec des condensateurs pour bloquer le passage du courant continu et simplement laisser le passage du signal alternatif. Je viens de vous dire que les tensions d'entrée devaient se situer entre les deux alimentations. Je dis bien les tensions aux broches d'entrée, pas à l'entrée du circuit. Vous vous rappelez, dans cet exemple d'ampli inverseur, assumons une alimentation de plus 5 volts et la masse. Okay? L'ampli travaillera pour maintenir l'entrée inverseuse à 0 volts, puisqu'elle est mise à la masse virtuellement à cause de l'entrée non inverseuse qui est mise à 0 volts. Donc, si on applique moins 1 volt en entrée du circuit, ici à gauche, on aura plus 1 volt en sortie. Les résistances ont de même valeur. Donc, on a un simple diviseur de tension dans les résistances. Plus 1, moins 1, donc 0 à l'entrée inverseuse, ce qui satisfait l'équilibre de l'ampli-up. Eh bien, 0 volt sur l'entrée inverseuse nécessitera l'emploi d'un ampli-up rail-to-rail sur les entrées et sur les sorties aussi, car la tension en mode commun est accotée présentement sur l'alimentation négative, soit la masse, ou 0 volt. Bon. Au niveau, maintenant, du filtrage des alimentations, j'en ai pas parlé, la bonne pratique nous incitera à placer un condensateur de découplage pour filtrer chacune des deux entrées d'alimentation. Une valeur entre 10 et 100 nanofarad est typique et permet d'augmenter l'immunité au bruit venant de l'extérieur et aussi de diminuer le bruit interne. Je ne les avais pas montrés sur les circuits jusqu'à maintenant pour fin de simplification, mais mettez-en toujours, OK? Ça ne coûte pas cher et ça augmente la performance. Bon, eh bien, tout ceci
n'est qu'un survol au sujet des alimentations, mais je crois que c'est suffisant pour que vous puissiez bidouiller des trucs avec des amplis up. Petit conseil en terminant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours simuler des circuits électroniques avec un simulateur SPICE gratuit comme LT-SPICE ou SwitcherCAD de Linear Technology. Ça, c'est celui que je vous recommande. Bon, gratuit évidemment. Vous pourrez ainsi mieux comprendre le fonctionnement des amplis up et aussi des alimentations sur les amplis up. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va regarder quelques autres configurations d'ampli up, comme par exemple filtre passe-haut, passe-bas. On va regarder aussi un sommateur, etc. Je vous donne un rendez-vous. Merci de votre fidélité et à la prochaine!